Marcel Gégère, bonjour. Bonjour. Vous avez exercé des fonctions de direction dans des institutions médico-sociales et dans des instituts de formation des travailleurs sociaux. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'action sociale. Vous êtes membre de plusieurs instances du domaine et vous êtes actuellement titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale NUCNAM. Vous avez donc une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe dans l'action sociale et médico-sociale. Et c'est une question essentielle pour ce domaine que vous allez expliciter pour nous aujourd'hui en nous présentant un ouvrage que vous avez dirigé, un ouvrage collectif qui s'intitule « Usagers ou citoyens » de l'usage des catégories en action sociale et médico-sociale. Alors on va s'arrêter d'abord sur ce titre, usagers ou citoyens, avec un point d'interrogation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une contradiction entre ces deux termes ? Je pense qu'il y a au minimum une tension entre ces deux approches. On peut le présenter comme étant une contradiction, ce qui est une façon d'aider à poser les termes d'un débat. Si vous voulez, quand on regarde l'évolution des textes officiels depuis la fin des années 90, on est assez frappé par une espèce de flottement dans le vocabulaire qui est utilisé pour désigner les personnes. On parle peut-être indifféremment de bénéficiaires, de clients, d'usagers, de consommateurs, de citoyens. Et notamment, j'avais été intrigué par la loi de lutte contre les exclusions en 1998, qui est un des premiers textes à faire état de la finalité de l'action sociale et médico-sociale, à savoir aider les personnes à préparer un exercice complet de la citoyenneté. Je dis que j'avais été intrigué parce que la France est présentée comme étant le pays des droits de l'homme et exporte très facilement ses valeurs à l'étranger. Et on peut se demander pourquoi, 200 ans après la Révolution française, il était nécessaire d'aborder la thématique de la citoyenneté. Et j'avais fait un deuxième constat, c'est qu'en même temps, cette thématique, elle paraissait quand même assez idéologique, assez générale. Et on peut faire l'hypothèse, mais bon, je peux pas l'affirmer, mais on peut faire l'hypothèse que le législateur ou les personnes qui sont à l'origine, notamment de la grande loi du 2 janvier 2002, ont considéré que le discours sur la citoyenneté était trop vague, qu'il permettait d'avancer des intentions généreuses. Il était l'occasion de réaffirmer les valeurs démocratiques qui sont au fondement de notre société depuis la Révolution française. Mais il y avait ce constat que dans la pratique, très concrètement, dans les institutions, on voyait des formes de maltraitance ou au minimum des dysfonctionnements, des anomalies, voire de la violence ouverte. Et donc la question s'est posée de pouvoir sortir d'un discours idéologique pour définir des droits de manière formelle et précise. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que quand on parle de bénéficiaires, de clients, d'usagers, on cible des populations et que ça ne va pas de soi que finalement il y ait égalité entre toutes ces populations, qu'elles soient toutes citoyennes. Alors, c'est-à-dire que le choix du vocabulaire, il est lié à la conception que l'on a de la finalité d'un dispositif. Si j'utilise le terme de client ou de consommateur, vous remarquerez que ça ne pose pas de problème de conscience en psychiatrie publique de parler de consommateur quand on présente la file active ou l'activité d'une équipe de psychiatrie. Mais on peut dire que si on utilise des termes comme client ou consommateur, on a l'impression, enfin, de vouloir souligner une finalité dans un secteur qui fonctionne comme un marché. Si je parle de bénéficiaires, je suis plutôt avec la référence à un service public ou à des actions d'intérêt général. Donc en fait, dans tout ce vocabulaire, on va dire qu'il y a deux grandes catégories elles-mêmes. C'est un peu curieux d'en parler comme ça, puisque nous-mêmes on interroge l'usage des catégories. Il y a des catégories qui désignent le statut des personnes, c'est-à-dire que par rapport à une politique, par rapport à des établissements ou des services, quel est le statut de ces personnes? Est-ce qu'elles contribuent financièrement? Est-ce qu'elles sont clients, etc. Et puis il y a une autre série de termes qui ne portent plus tellement sur le statut, mais sur l'identité et la finalité de l'action. Et si je parle de citoyenneté, c'est d'une certaine façon pour dire que au-delà du respect du droit des usagers,
Reste entière la question de la citoyenneté. Alors, vous avez prononcé le mot de catégorie. Effectivement, le sous-titre de votre livre, c'est de l'usage des catégories en action sociale et médico-sociale. Alors, pourquoi cette insistance sur les catégories ? Parce que d'abord, initialement, ce livre résulte d'un séminaire qui a été organisé avec des professionnels et des chercheurs en 2010. Et initialement, ce séminaire n'utilisait pas la problématique usager ou citoyen. Elle est arrivée beaucoup plus tard. Au départ, on se posait plutôt la question des publics et des populations. C'était un peu ça. Donc, comment articuler un vocabulaire plutôt sociologique ou épidémiologique ou administratif. Et on partait de cela, avec cette idée que les droits des personnes nécessitent d'identifier des situations particulières, des besoins, et donc il y avait un lien, il y a toujours un lien entre une logique de barème et une logique de nosographie ou de classification scientifique. Donc on est parti de cela, et on a continué cette réflexion, parce que je pense qu'on y reviendra, mais si vous voulez, quand on utilise le terme de catégorie, on évoque un contour. Je peux évoquer les spécificités d'une problématique personnelle ou les spécificités d'une situation ou d'une population. Une catégorie, ça rassemble et ça différencie aussi. Voilà, il y a les deux mouvements de rassemblement autour de points communs et en même temps une différenciation. Et donc on a plusieurs problèmes par rapport à cela. On a un problème d'objectivation pour définir des catégories et on a un problème de mise en lien entre des catégories et une approche plus globale tournée vers la citoyenneté. On va explorer donc cette tension que vous venez de rappeler après la pause musicale. Marcel Gégère, vous nous avez rappelé quel est le sujet du livre que vous nous présentez, donc usager ou citoyen. Alors, quelle est la démarche que vous avez utilisée dans ce livre? Parce qu'on va suivre au cours de cet entretien la démarche du livre. C'est un livre qui est construit en trois grandes parties. D'ailleurs, quand on organise nos séminaires, on les conçoit de cette façon-là à peu près tout le temps. C'est-à-dire que il s'agit, l'objectif principal est de poser les termes d'un débat. Parce que quand on met un point d'interrogation à usager ou citoyen, comme vous dites, il y a tension ou contradiction, pour autant, il n'y a pas une réponse à apporter en conclusion. Donc il s'agit vraiment de créer les conditions d'un débat très ouvert. Et d'ailleurs, c'est très important parce que nous sommes dans un secteur, c'est vrai des professionnels, mais c'est vrai aussi des chercheurs, et en particulier des sociologues, où il y a une tendance notamment dans les années 70, à recouvrir beaucoup de questions par des grilles d'analyse un peu tranchées. Donc, c'est créer les termes d'un débat. Alors, ce débat, on l'ouvre d'abord en s'interrogeant sur les notions et les concepts. On est plutôt sur la compréhension du processus de construction des catégorisations, et également de la prise en compte de l'échec de ces catégorisations, ou en tout cas de leurs limites. Donc on est dans une réflexion qui est à la fois historique, épistémologique, sociologique, et quand même, il faut le dire, très articulée aux politiques publiques. Parce que ces politiques, elles-mêmes, sont prises dans cette tension. La deuxième partie nous a paru très important de la consacrer à la question des personnes elles-mêmes. Alors, quand on parle des personnes elles-mêmes, et je dois dire qu'il y a deux contributions, en particulier de Brigitte Bérat et puis de Philippe Varin, sur une thématique qui se développe de plus en plus dans notre secteur, qui est la question du non-recours au droit. Et donc, il s'agissait de traiter des réponses des usagers, entre guillemets, à la catégorisation, mais on aurait très bien pu aussi imaginer des contre-feux ouverts par les citoyens pour éviter d'être enfermés dans la catégorisation. On y reviendra après parce que c'est effectivement important. Et la troisième partie, simplement. Alors la troisième partie, il se trouve que beaucoup de participants de ces séminaires, et aussi c'est la fonction du CNAM, qui est un établissement d'enseignement supérieur, mais qui a la particularité d'être en très grande proximité avec le secteur professionnel, eh bien c'était de traiter de l'impact de ces questions sur le travail social et sur l'intervention sociale, à la fois, je dirais, du point de vue des formations, mais comme vous le voyez, les formations sont pas l'axe principal de cette troisième partie. On est plutôt sur la question de l'impact des représentations sociales qui sont véhiculées par les professionnels. Et les professionnels ont un certain nombre d'outils. Parmi ces outils, il y a des outils qui aident à classer, à trier,
compter les populations, donc à les catégoriser. Mais dans ces outils, il y a aussi tout un appareillage conceptuel. Et la question que nous nous posons, c'est de savoir finalement quelles sont les façons dont les professionnels s'approprient cette thématique. Oui, on voit que la tension que vous signaliez au début n'est pas du tout, se situe pas simplement au niveau des concepts, elle est vécue par les professionnels eux-mêmes dans l'action. Alors, donc voilà la présentation de la démarche de l'ouvrage. Revenons sur la première partie qui est sur la production des catégories. Vous avez vous-même écrit le premier chapitre et vous avez pris l'exemple du handicap justement, et vous dites que l'on est dans le domaine du handicap affronté à deux logiques, une logique différentialiste et une logique universaliste. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu cela ? Alors, c'est une allusion aux débats qui ont entouré la construction de la classification internationale du fonctionnement humain, du handicap et de la santé. Il y a eu un débat international sur les orientations à prendre en voyant deux positions en gros s'affronter, parfois d'ailleurs assez durement, une position plutôt d'inspiration anglo-saxonne, mais je schématise énormément, et sans doute à tort, en tout cas une position qui consiste à affirmer l'appartenance de toute personne en difficulté dans un ensemble qui est celui de la citoyenneté, de façon à éviter des formes de ségrégation, ou, comme ça avait été bien présenté dans un numéro spécial de la revue Esprit par Henri-Jacques Sticker, une indianisation du handicap. Bon, donc c'est une position. On est dans la logique des droits. Alors, c'est là où on a une approche, nous, qui est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on dit, finalement, la position universaliste la plus radicale n'a plus besoin, en fait, d'être dans une logique de droit. Ou en tout cas, elle affirme l'appartenance complète, par exemple, des personnes handicapées au droit commun. Ce qui pose un problème, parce que cela a un inconvénient, si vous voulez. C'est ça d'ailleurs qui fait que le débat, pour une part, se poursuit aujourd'hui. C'est que l'affirmation de la citoyenneté des personnes peut aboutir à dire que si elles sont complètement autonomes et insérées, elles peuvent bénéficier de formes de solidarité sociale dites primaires. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de dispositifs. Oui, mais donc on ne s'en occupe plus, alors que on n'est pas égaux devant les difficultés. D'où la nécessité quand même d'avoir cette approche aussi différentialiste pour avoir des publics que l'on peut aider en fonction de leurs difficultés. Qui elle-même a les deux visages, à la fois de l'identification de difficultés, et qui fait que une personne est tout à fait fondée à attendre des réponses adaptées à ses préoccupations et à ses besoins objectifs, et en même temps, si on l'enferme dans cette logique-là, on va produire des effets de stigmatisation et donc de ségrégation. Donc la question, finalement, elle est renvoyée aux professionnels de cette façon, en disant, vous êtes face à ces deux logiques, comment vous faites dans la pratique? Et moi, je fais partie de ceux qui estiment que la loi du 2 janvier 2002, elle a été conçue, son originalité majeure n'est pas, comme on le dit souvent, le fait de mettre l'usager au centre du dispositif. Elle est au contraire de poser les termes d'un débat entre deux finalités de l'action sociale et médico-sociale. Il y a une finalité de l'autonomie des personnes et une autre finalité de protection des personnes. Et donc, la question qui se pose aux équipes professionnelles, mais aussi aux aidants familiaux, c'est de savoir jusqu'où je vais dans une protection très ciblée et très spécifique, qui a des inconvénients comme on l'a vu, et où est-ce que je vais aussi dans une affirmation généraliste des droits. Bon, voilà. Donc, sur l'autonomie, visant à l'autonomie et à la participation. Donc, on voit qu'il faut concilier les deux. On se retrouve dans quelques instants. Marcel Gégère, vous nous avez montré que dans le domaine social et médico-social, il y avait deux logiques qu'il fallait concilier, qui était une logique d'action par catégorie, qui fonde beaucoup de politiques sociales, et puis la logique universaliste de l'inclusion dans une société au titre de la citoyenneté. Alors, donc, on a bien vu qu'il y avait à concilier ces deux aspects, ces deux approches du côté des professionnels. Maintenant, plaçons-nous du point de vue des personnes elles-mêmes, puisque beaucoup de politiques sont menées avec des idées de ciblage. Quelles sont les attitudes des usagers par rapport à ces politiques ?
Je suis pas sûr que le bon terme, ça soit concilier les deux, parce que en fait, ce qui nous est apparu, c'est que on va dire les usagers, pour faire simple, sont des personnes qui elles-mêmes peuvent avoir deux attentes différentes, pour ne pas dire contradictoires. Et d'ailleurs, elles peuvent exercer une pression sur les politiques pour défendre telle ou telle thématique. Je pense, puisque je fais partie du conseil scientifique des handicaps rares à la CNSA, donc à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et on voit comment les associations et les personnes handicapées elles-mêmes sont un peu partagées entre l'idée d'affirmer la rareté. C'est un bon exemple, cela, oui. La rareté du handicap donné, et qui justifie des réponses spécifiques, ce qui pose évidemment un problème de répartition d'enveloppe budgétaire, parce que l'extrême de la rareté, c'est l'individualité, c'est la monade de Leibniz, et on pourrait se dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de politique publique. Bon, on en est évidemment oui, on voit bien que l'émergence de la rareté a quelque chose de contradictoire quand même avec l'universalisme. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir comment on peut articuler l'ensemble. Je crois qu'il y a une piste qui a été explorée à l'occasion, alors là on sort un peu on sort même beaucoup du champ du handicap, mais à l'occasion du Grenelle de l'insertion, et surtout sur la question des demandeurs d'emploi, donc il y avait une présence très forte de la FNARS, etc. Cette question est apparue aussi. Et ce qu'on a retenu de cela, et ce que le Conseil supérieur du travail social a entériné dans une déclaration, parce que ça lui semblait être un des apports du Grenelle de l'insertion, c'est que, d'une part, il faut que les personnes aient un droit d'option, ou en tout cas puissent exprimer leur choix. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, ils ont droit à changer d'option ou changer de choix. Donc, finalement, moi-même, ayant éventuellement une difficulté très particulière, je peux exprimer deux demandes de nature différente qu'il va falloir ensuite hiérarchiser. J'ai besoin d'aller voir un médecin spécialiste très pointu, éventuellement dans un pays étranger, parce que je considérerais que je le trouve pas en France. Mais en même temps, j'ai bien l'intention de ne pas être enfermé dans l'image de telle catégorie de handicap, par exemple. Donc, sans doute que quand on fait une opposition de termes, ça n'apparaît pas dans le titre, mais sans doute que la bonne approche, c'est de chercher l'élément qui fait tiers. C'est qu'est-ce qui permet de sortir d'une contradiction qui rend fou, parce que si la contradiction consiste à me donner ce qu'on appelle une injonction paradoxale, je ne peux pas m'en sortir. Donc la première chose, je pense que c'est de se tourner vers les personnes elles-mêmes pour savoir ce qu'elles en pensent. Alors justement, si on se tourne vers les personnes elles-mêmes, donc on voit qu'elles sont à la fois usagers et citoyens. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui, alors qu'elles ont droit à telle ou telle politique sociale, n'y ont pas recours. Alors, bien sûr, il y a les questions classiques de la non-information. Bon, mais au-delà de cela, il y a des gens qui volontairement n'ont pas recours. Et comment explique-t-on cela? Il y a donc quelqu'un comme Philippe Varin a créé même un observatoire sur le non-recours, et il y a même une typologie sur les différentes formes de non-recours. Dans ce que j'évoque là, c'est un aspect un peu particulier du non-recours au droit qui se relie, qui est lié à la question des représentations sociales. C'est-à-dire que je peux ne pas recourir à un droit auquel je pourrais prétendre, soit parce que je n'ai pas l'information, ou soit parce que j'ai été échaudé par les conséquences que cela a entraîné. C'est-à-dire qu'il a fallu que je raconte ma vie avec des éléments intimes à des tas de personnes. Et plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Donc il peut y avoir, parce que quand on dit le non-recours au droit, c'est pas une coupure très nette entre ceux qui ont recours et ceux qui n'ont pas recours. Il y a des expériences fâcheuses, etc. Mais il me semble, et on le voit dans beaucoup de travaux qui ont été consacrés aux représentations sociales, que un des aspects du non-recours au droit est lié à l'image que la personne va se voir renvoyer à elle-même. Et je peux dire que si on me renvoie l'image comme quoi mon problème majeur, c'est un problème de trouble psychiatrique, je peux faire l'hypothèse que je vais choisir plutôt une autre forme d'identité, et inversement. Alors justement, puisque vous avez pris l'exemple des problèmes psychiatriques, je voudrais vous demander
de définir un terme qu'on utilise de plus en plus souvent et qui renvoie plutôt à des aspects d'organisation collective du côté des usagers, l'empowerment. Alors l'empowerment est un terme que les Français ont pratiquement décidé de ne pas traduire. Donc ça veut dire que si vous me demandez de définir un terme que la collectivité professionnelle et les corporations professionnelles ne veulent pas définir, bon, donc ça veut dire qu'il y a aussi un débat là-dessus. Je pense qu'il y a une approche de l'empowerment qui est l'idée d'une prise de pouvoir de la personne sur elle-même. Et donc c'est ce mouvement qui touche la personne et qui fait qu'on peut considérer que plutôt que de lui prodiguer des soins ou des formes d'aide dans une relation assez compassionnelle, l'évolution de la personne elle-même qui reprend en main son destin est un des facteurs qui modifie complètement la question du droit d'usager. Mais ceux-ci le font de façon collective. Alors, après, parce qu'il y a cette approche-là qui est la question de l'empowerment comme reprise en main, on va dire individuelle, oui, il y a quand même, de sa propre vie, sur le plan collectif, il y a également le même mouvement. Oui. Mais alors, lui-même, avec des formes qui sont très variées, parce que des associations comme Advocacy revendiquent beaucoup la notion d'empowerment. Dans le domaine psychique. Et pour le handicap psychique, eux aussi pour le champ de la maladie mentale, et ils appuient leur discours sur l'affirmation d'une logique collective. D'ailleurs, qui est à la fois une logique faite de convivialité, d'affirmation de droits, d'affirmation de la citoyenneté. Bon, on voit donc qu'il y a des différents types de réactions donc des usagers, des personnes, disons, par rapport à ces catégorisations entre le non-recours ou l'empowerment individuel, j'allais dire, et collectif. On se retrouve dans quelques instants pour aller plus loin. Marcel Gégère, nous parcourons avec vous de façon très superficielle, je dois le reconnaître, le livre dense, Usager ou citoyen, de l'usage des catégories en action sociale et médico-sociale. Alors, on arrive maintenant à la troisième partie, qui est celle de l'impact sur le travail social. On a le sentiment que l'on est passé de l'application de politiques donc ciblées qui visaient des publics à une action au plus près de la personne pour promouvoir son autonomie. Est-ce que c'est cela l'évolution du travail social ? C'est effectivement un des aspects de cette évolution, mais je dois dire qu'il y a quand même un autre aspect, pour ça que j'avais intitulé une partie les dilemmes de la professionnalisation, c'est-à-dire que les professions sociales se caractérisent ces dernières années par la formalisation de compétences. Autrement dit, quand on parle de catégorisation des usagers ou de catégorisation de citoyens, il faut pas oublier la question de la catégorisation des compétences professionnelles. Et finalement, il y a à la fois le mouvement que vous indiquez, c'est-à-dire un mouvement qui va dans le sens de la proximité, de l'autonomie des personnes, mais en même temps, on regarde dans l'architecture des diplômes une augmentation du nombre d'heures de formation, une diversification des diplômes et surtout une définition en termes de blocs de compétences. Donc le modèle professionnel lui-même, il fluctue entre ces deux approches et un peu comme si les professionnels étaient en miroir par rapport aux usagers. C'est pour ça d'ailleurs que dans la loi du 2 janvier 2002, il y a quelque chose qui n'a pas été peut-être toujours bien perçu, qui est que le législateur, en faisant un copier-coller du Code civil, il a à plusieurs reprises fait attirer l'attention sur la citoyenneté des professionnels eux-mêmes. Et le message finalement il est double. C'est-à-dire que pour les usagers, on sait bien qu'au-delà de l'affirmation de vos droits et de la compensation des difficultés dans lesquelles vous êtes par des droits, il y a cette approche plus large qui vise la citoyenneté. Mais les professionnels eux-mêmes doivent intégrer la même chose. D'où la thématique de la bientraitance, par exemple, qui aujourd'hui vient sur le devant de la scène, et c'est un mouvement que l'on constate en Europe aujourd'hui. Mais ce que vous dites est très exigeant pour les professionnels, oui. Parce que alors, ça interroge d'abord leur formation, très probablement, parce oui. que et puis comment dans la pratique arriver eux-mêmes à mener les deux de front. Alors, c'est là où on peut dire que si la formation est organisée non pas par un transfert de connaissances théoriques, mais si elle s'appuie sur l'alternance, la réflexion sur la pratique, la place accordée à l'éthique, la place accordée à la philosophie, à ce moment-là, on va avoir comme objectif d'ouvrir l'esprit des futurs professionnels
à ces questions-là, plutôt que d'en faire des personnes avec une pensée fermée. Donc je pense que c'est ça l'enjeu principal aujourd'hui. Il est vrai que en même temps, comme il n'y a pas de message très fort des pouvoirs publics sur ces questions-là, il me semble, on a le sentiment qu'il y a une inquiétude chez les professionnels, ils ont une difficulté de positionnement, ils savent pas trop comment faire. Et puis il y a un deuxième élément, depuis la loi du 2 janvier 2002, qui est l'obligation de se doter d'outils, et notamment parmi ces outils, un projet. Ou un projet d'établissement, un projet de service, ou un projet de vie pour la personne. Un projet de vie pour la personne. Et la notion de projet, elle permet de se décentrer. Elle permet de se décentrer en visant non pas la description d'un cadre présent, mais d'essayer de se projeter soi-même dans l'avenir et de construire, en interaction avec les personnes et avec les politiques, de construire un parcours futur. Donc je pense que l'éthique et le projet sont peut-être deux voies qui devraient être valorisées dans les formations. Alors il y a peut-être aussi un autre aspect qui est l'aspect collectif, parce que alors d'abord pour la personne, pour l'accompagner, on voit qu'il y a de plus en plus d'intervenants qui doivent être auprès d'elle, et puis il y a peut-être aussi une dimension de travail social collectif. On a même utilisé le mot de travail social communautaire. Oui, et ce terme pose de moins en moins de problèmes parce qu'à l'étranger il est utilisé, et à partir du moment où on fait bien la distinction entre une approche communautaire et une approche communautariste, ça ne pose pas nécessairement de problème majeur. Simplement, il y a un problème de moyens, c'est-à-dire que ça suppose de mobiliser des ressources pour un collectif, et puis il y a aussi des questions de culture professionnelle, et pour la partie du travail social qui s'enracine dans une action associative, militante, ça pose pas de problème majeur, mais si on est dans un domaine qui suppose une plus grande technicité, notamment du côté du handicap sensoriel ou du handicap moteur, on peut faire l'hypothèse que les réflexes ne soient pas exactement les mêmes. Donc là, il y a un vrai problème également quant à la place du collectif. Donc on voit que ces évolutions interpellent beaucoup effectivement le travail social. On se retrouve dans quelques instants pour tirer les conclusions de cette interview. Marcel Gère, nous arrivons à la fin de cette interview et je voudrais vous poser une question qui est liée à cette évolution que vous avez mise en évidence. Si on passe de politiques sociales qui sont ciblées sur des groupes à des actions sociales qui sont au plus près des individus, l'accompagnement d'une personne singulière dont on dit qu'elle doit devenir l'entrepreneur de sa propre vie, c'est ça l'idée du projet de vie. Est-ce que ce n'est pas générateur d'inégalités? Parce que on n'a pas tous les mêmes possibilités pour devenir entrepreneur de sa propre vie. Alors, c'est effectivement une question qui renvoie, on pourrait dire, à la philosophie politique et à la question de la démocratie, parce que on parlait de citoyenneté, hein. Oui, on pourrait également parler de cohésion sociale, puisque c'est désormais l'expression consacrée qui remplace dans les sigles des services de l'État les anciennes appellations d'affaires sociales ou d'action sociale. Mais simplement, si vous voulez, là aussi, alors là, je me fais référence plutôt aux travaux de Marcel Gauchet. Il est certain que la façon dont on va pouvoir construire des actions qui tiennent compte de projets singuliers des personnes, pour faire en sorte qu'elles retrouvent une place à part entière dans la société, se fait dans un contexte un petit peu particulier, qui est un contexte de société libérale, de marché, et du coup, les usagers citoyens fonctionnent aussi un peu en fonction de ces réalités-là. Et donc, excusez-moi, mais on a utilisé le terme effectivement de dérégulation libérale. Absolument. Et donc, mais à l'inverse, je vais dire qu'il y a chez les utopistes du XIXe siècle l'idée que l'absence d'État permettrait une autorégulation des groupes. Donc, on est en train de se confronter à cette question-là. Peut-être que d'ailleurs cela justifie le développement d'expérimentation et d'innovation, et je crois beaucoup à la notion d'expérimentation parce que cela permet de vérifier dans la réalité les effets produits par tel ou tel choix. Mais vous avez raison, il y a à la fois une régulation qui est absolument indispensable, et on comprend que il faille défendre aussi les valeurs du service public.
et en même temps, sans se laisser enfermer dans un carcan bureaucratique. Et on voit bien aussi les dérives dérégulatrices de la logique de marché. Donc je renvoie là, encore une fois, à l'idée d'un tiers qui pourrait être l'usager ou le collectif qui est à charge de se confronter à cette difficulté-là. Mais je crois qu'en philosophie politique, ça a été beaucoup souligné que ça fait partie aussi de la question de la démocratie. Et puis, je pense à des gens qui ont écrit là-dessus, comme Rosan Vallon ou Dubé, sur la question de la légitimité. C'est-à-dire comment on construit une action légitime. On voit donc que dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale, il y a des évolutions très profondes en cours, à la fois, j'allais dire, théoriques, éthiques et très pragmatiques aussi, puisqu'elles interpellent l'action des travailleurs sociaux. Alors, quelle démarche nous proposez-vous, après tout ce travail que vous avez mené, pour progresser? Alors là, en tout cas, pour ce qui est du CNAM et du secteur professionnel, c'est très clair. L'avenir passe par le développement de la recherche dans le secteur social et dans le secteur évidemment de la santé. Tout ce qu'on a évoqué se déroule dans un monde qui, pour beaucoup, est encore méconnu. Et donc, on ne pourra éclairer les débats que si on développe cette recherche. Et en particulier au CNAM, puisqu'on se prépare à une conférence de consensus sur la recherche en travail social au mois de novembre, c'est très clair que la revendication d'un doctorat en travail social, elle ne vise pas simplement à consolider les corporations par des diplômes qui valoriseraient les travailleurs sociaux, mais elle a pour enjeu une connexion avec la recherche. Et en fait, nous, c'est de ce côté-là qu'on entend travailler. Donc votre réponse, c'est la recherche, et oui. Une autre, c'est peut-être aussi, c'est ce que vous formulez, c'est de dépasser les catégories pour réinventer oui. la question de la citoyenneté. C'est faire une place à la créativité, à une pensée d'une organisation qui peut être un peu complexe, c'est faire une place à l'éthique, c'est faire une place à des temps et des lieux où il est possible pour des professionnels de parler de ces questions-là, et donc non pas pour trouver des solutions ou pour trouver le point d'équilibre absolu entre usagers ou citoyens, mais disons un point d'équilibre relatif qui, compte tenu des personnes que j'accompagne et compte tenu d'un contexte, va dire que momentanément, conjoncturellement, le point d'équilibre, il est là. Nous terminerons donc là-dessus. Merci Marcel Gégère. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Maintenant, place aux informations. Vivre FM.